Vous êtes sur RTL. Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'heure du crime, cette émission où vous êtes les bienvenus pour nous suggérer d'évoquer tel ou tel dossier. C'est le cas ce soir avec cet auditeur sur Twitter qui nous demande de revenir sur l'affaire Barry Taylor. Il y a 27 ans, un crime dans un jardin en plein Versailles. Un triangle amoureux, meurtrier, macabre. La victime, une femme, professeure d'anglais dans un lycée UP que l'on retrouve sauvagement tuée à coups de marteau. La principale suspecte, une américaine qui s'appelle Barry Taylor, 43 ans et se dit avocate. Mais l'est-elle vraiment? L'affaire va prendre l'allure d'une partie de Cluedo, naviguant entre doutes, mensonges, soupçons et trous de mémoire. Ce meurtre, qui aurait pu être parfait sans un extraordinaire concours de circonstances, ce meurtre détient encore aujourd'hui bien de questions sans réponse. Barry Taylor a-t-elle agi seule? Où est passée l'arme du crime? Pourquoi un tel bain de sang? Le fait est qu'au terme d'une procédure interminable, on ne va pas savoir quel est le vrai visage de Barry Taylor. Une manipulatrice, une menteuse compulsive pour la famille de la victime, à minima, une femme perturbée qui n'aurait pas toute sa raison. Nous allons, avec les invités de l'heure du crime, retourner sur les traces de Barry Taylor, affaire qui, 27 ans après, conserve toujours sa part d'ombre. L'affaire Barry Taylor, meurtre dans un jardin versaillais, c'est le dossier de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Barry Taylor, accusée du meurtre en 1993 de celle qui était peut-être devenue une rivale, meurtre froidement exécuté ou légitime défense. Ce jeudi 30 septembre 1993, une légère pluie tombe sur Versailles. Une voiture de police, toutes sirènes éteintes, vient tranquillement se garer devant le numéro 20 du boulevard de la République. Un immeuble bourgeois de 3 étages. 3 gardiens de la paix sortent du véhicule ainsi qu'un jeune homme de 19 ans, Marc Pavageau. S'il accompagne les policiers, c'est qu'il a signalé 48 heures auparavant la disparition de sa mère, Roxane. Il habite avec elle à Fourqueux, à 16 km de Versailles, et elle n'est pas rentrée. Roxane Pavageau, 53 ans, ne s'est pas présentée non plus. Le lendemain, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, où elle enseigne l'anglais, langue qu'elle pratique depuis sa naissance, elle est américaine. Si Marc Pavageau conduit les policiers boulevard de la République, c'est qu'il s'agit de l'adresse de son père Philippe, des parents divorcés. Son père est en voyage d'affaires, mais sa nouvelle compagne, encore une américaine, une avocate, Barry Taylor, est là. Peut-être cette femme que Marc, mais aussi son frère et sa sœur n'aiment pas, peut-être a-t-elle des nouvelles de Roxane. Les policiers frappent à la porte. Pas de réponse, ils insistent. Apparaît alors Barry Taylor, le visage couvert de sueur, un vieux t-shirt, un pantalon en toile, les mains couvertes de terre. Elle s'excuse, elle faisait du jardinage. Et pour le reste, elle n'a aucune idée de où se trouve Roxane. Les policiers sont intrigués. Ils demandent alors à faire le tour de la maison. Dans le jardin, les gardiens de la paix tombent sur un trou creusé dans la pelouse fraîche. 2 mètres de longueur, 50 cm de profondeur. Ce qui commence à ressembler à une tombe. Sur l'une des marches de la cave, il y a aussi un paquet enveloppé de 2 sacs poubelles bleus et entouré d'une corde. Un policier le déballe, il y a un corps, une femme en t-shirt vert et en sous-vêtements, pieds et mains liés avec du fil électrique. Elle est morte, il s'agit bien de Roxane Pavageau. Bonsoir Fabrice D'Almeida. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des affaires criminelles. Merci d'être ce soir au téléphone de l'heure du crime. J'ai envie de dire, Fabrice D'Almeida, on a là une scène criminelle de rêve, presque un cas d'école. C'est un flagrant délit, un flag. C'est rarissime en matière de crime de sang. Alors pour les policiers, c'est clairement prendre le coupable sur les faits, ou presque.
presque, parce qu'en fait, le meurtre a déjà eu lieu et qu'ils n'en sont pas témoins. Donc il y a encore cette petite zone d'incertitude sur laquelle Barry Taylor va essayer de jouer à plusieurs reprises dans la très longue procédure qui va se dérouler contre elle. Donc oui, c'est à la fois une prise sur le fait, mais avec une petite zone d'ombre. Alors, une zone d'ombre et effectivement une procédure, et on va en parler longuement dans cette heure du crime, qui va s'éterniser avec de multiples rebondissements. Mais tout de même, Fabrice Dalméda, j'ai envie de vous dire, une telle enquête, avec autant d'indices, autant de choses qui sont retrouvées immédiatement par les policiers, c'est une enquête qui s'annonce extrêmement facile. Presque, j'allais dire presque trop pour le coup, parce que je pense que Maigret se serait très ennuyé s'il avait eu un cas pareil. Et c'est vrai que la tombe est creusée, il y a des traces de terre, on retrouve le corps, bref. On pourrait penser que tout le corps du délit est constitué. Donc il reste une chose en plus, c'est qu'il faut interroger la personne qui est sur place et qui, malgré tout, après quelque temps, reconnaît qu'il s'est passé quelque chose. Elle va effectivement. Que s'est-il passé ? Elle va effectivement reconnaître beaucoup de choses, et puis pas beaucoup non plus, puisqu'il y aura beaucoup de mensonges dans cette histoire. Quelles sont rapidement, Fabrice Dalméda, mais quelles sont les premières constatations que font les policiers dans ce cas d'école, si je puis dire? Il y a des prélèvements, des photos qui sont faites, ça c'est la base. Exactement. Et puis ils essayent de reconstituer les circonstances de la mort, et très j'allais dire rapidement, presque à l'évidence, tout de suite sur le corps, ils voient qu'il y a des coups qui ont été portés au crâne, qu'il y a une déformation absolument inouïe. Donc ça veut dire que de très nombreux coups ont été portés. Ils voient aussi que le cadavre a été bougé, déplacé. Donc ça pose tout de suite un certain nombre de questions. Et puis ensuite ils font les prélèvements sur la personne qui est là, en l'occurrence sur Barry Taylor, pour savoir s'il y a des traces liées directement au corps de la victime. Donc voilà ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent aussi de regarder bien sûr sur les corps des uns et des autres quand ils le peuvent, parce que là en l'occurrence il y aura une difficulté pour voir s'il y a des traces d'échange de coups ou de choses comme ça. Bien sûr, et ils vont effectivement trouver quelques traces, on le verra plus tard, sur Barry Taylor, mais qui ne seront pas très concluantes. Et puis on verra bien que cette affaire qui s'annonce facile, cette enquête, qui s'annonce facile, ne l'est pas autant que l'on croit. Maître Éric Plouvier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous avez été l'avocat de Barry Taylor. Je précise que vous ne l'étiez pas encore à ce stade de l'affaire, mais évidemment vous avez par la suite eu en main tout le dossier d'instruction. Maître Plouvier, que dit spontanément Barry Taylor aux policiers? Quelles sont ses toutes premières déclarations? Alors, ses premières déclarations, elle était dans un état de confusion et de panique certain, et elle a été ensuite rapidement entendue par les policiers contestant avoir porté la mort à la victime. Et le jour du crime ou le jour des faits, Barry Taylor était chez elle ou chez son compagnon, et c'est la victime qui s'est rendue près d'elle pour des raisons que l'instruction n'a pas permis d'affirmer, mais que Barry Taylor considérait comme une intrusion avec la volonté d'en découdre avec elle, voire peut-être même de la tuer, disait-elle. C'est-à-dire qu'elle se sent menacée à ce moment-là, Barry Taylor, par cette femme? Elle est chez elle, elle n'a aucune raison de recevoir la visite de cette femme, et elle a toujours estimé avoir dans l'action eu des gestes défensifs qui l'ont conduit à la mort de la victime, Madame Pavageau. Barry Taylor est en garde à vue, suspecté d'avoir commis ce crime sans que l'on sache encore s'il s'agit d'un assassinat prémédité ou d'un meurtre. Un accès de colère qui aurait conduit cette avocate américaine, qui paraît toute timide, à commettre l'irréparable. L'affaire Barry Taylor, coup de folie ou vengeance longuement ruminée? C'est l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Barry Taylor, une avocate américaine suspectée d'avoir tué Roxane Pavageau à Versailles en 1993. Surprise en flagrant délit alors qu'elle s'apprêtait à enterrer le corps. Barry Taylor est en garde à vue.
Face au policier qui l'interroge, Barry Taylor semble perdu. Cette femme mince et menue, 1m64 pour 52 kilos, cheveux roux et yeux noisettes, ne parle pas très bien français. Malgré un interprète appelé en renfort, impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'immeuble de Versailles. Marc Pavageau, le fils cadet de la victime, Roxane Pavageau, croit savoir que sa mère devait rencontrer Barry Taylor. Celle-ci confirme ce tête-à-tête où elles auraient bu du vin. Sur les faits eux-mêmes, la mémoire lui fait défaut. Tout se brouille et tout s'embrouille. Entre quelques silences et beaucoup de sanglots étouffés, elle finit par dire en garde à vue « Roxane est venue à la maison, elle était folle de rage. Elle avait un marteau. Elle voulait tuer Philippe, son ancien mari, puis a voulu me tuer, moi. C'était elle ou moi. Je n'ai pas voulu la tuer. » Barry Taylor invoque la légitime défense. Elle a frappé et refrappé à coups de marteau le crâne de Roxane. Barry Taylor aurait donc été attaqué par une ex-épouse jalouse. Version fragile, cela fait effectivement 2 ans déjà qu'elle vit avec Philippe Pavageau. Elle l'a rencontré en 1991 sur les Champs-Élysées. Ce soir-là, elle déambulait sur les champs. Philippe Pavageau lui a offert un verre. Quelques mois plus tard, avril 92, elle s'est installée dans la maison de Versailles. Alors que les Pavageau traversent un divorce difficile, se disputent pour des questions financières. Dans tous les cas de figure, la nouvelle venue américaine n'est pas la bienvenue. C'est le moins qu'on puisse dire. L'ex-épouse est distante et les enfants méfiants. Il soupçonne Barry Taylor d'être une tricheuse, une menteuse. Maître Plouvier, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat, l'ex-avocat, de Barry Taylor. On sent bien que l'on se méfie presque instinctivement de cette femme, y compris les enquêteurs. Pourquoi ces policiers qui l'entendent en garde à vue ne la croient-ils pas, cette Barry Taylor, sur cette histoire de légitime défense ? Il faudrait poser la question aux policiers. L'instruction n'a pas permis de faire tous les contours de ce dossier, de cette affaire et du contexte précis dans lequel Madame Pavageau, qui sortait de chez le coiffeur, qui avait aucune raison de se rendre à ce domicile, s'y est rendue. On est dans un contexte assez particulier dans ce dossier, puisque on est dans le contexte passionnel d'une relation amoureuse extra-conjugale dans la bourgeoisie versaillaise, avec une épouse éconduite qui est en instance de divorce et qui, d'après certains éléments recueillis par l'enquête, ne supporte pas ce divorce. Et il arrive à cette ex-épouse ou en voie de divorce d'intervenir à plusieurs reprises auprès de Barry Taylor de manière véhémente. Et Barry Taylor fournit les explications qu'elle pouvait, notamment celle de dire qu'elle n'a jamais tué volontairement Madame Pavageau, mais qu'elle n'a fait que réagir par des gestes de défense à une agression qu'elle avait subie. Alors, on voit bien que c'est un dossier qui reste, même encore aujourd'hui, assez opaque. Juste encore un petit mot sur cette scène de crime. Il est question de 20 coups de marteau, et là, le légiste parlera même d'acharnement. Et les policiers vont s'interroger, ils vont dire, mais ça, c'est pas de l'autodéfense. Elle a voulu vraiment tuer cette Roxane Pavageau. Alors, la version des policiers doit s'appuyer sur des éléments techniques. Il est certain que le nombre de coups signe une volonté de violence, mais ce nombre de coups n'est pas mis en relation dans le dossier avec une éventuelle attaque de Madame Pavageau, ce qui fait défaut dans le dossier. Il faut tout de même aussi dire qu'au moment des examens médicaux de Madame Taylor, figuraient des griffures, figuraient des hématomes, figuraient des douleurs, qui peuvent correspondre à des gestes de lutte entre les deux femmes. Alors ça, effectivement, l'enquête va se pencher sur ce point. Il y a aussi, maître, dans les déclarations de Barry Taylor, il y a aussi une constante. Ce sont ces oublis, ces trous de mémoire. Des experts diront même qu'elle souffre d'une amnésie partielle. D'autres vont penser qu'elle simule. Qu'en est-il vraiment ? Alors, Madame Taylor a un tempérament bien trempé. Elle a ensuite, lorsqu'elle a été détenue, souffert de conditions de détention particulièrement difficiles. Donc elle est eue à certains moments de ses explications des trous de mémoire. D'abord, la scène tragique devait emporter aussi une déflagration en son sein, dans le mécanisme même historique de remémoration. Et ensuite, Madame Taylor était dans un état psychique aggravé par les conditions de sa détention qui l'ont rendue assez difficilement audible dans les explications qu'elle pouvait donner de la scène de crime et de ce qui s'est produit. D'où le fait qu'on la traite en permanence de menteuse, d'affabulatrice, de manipulatrice ? Alors, ce qui me
paraît m'importer dans le dossier, c'est que les psychiatres qui sont intéressés à elle, il faut d'abord dire que, et c'est aussi une des failles du dossier, que dans une procédure comme celle-ci, criminelle avec mort de femme, il aurait convenu à l'origine de procéder à une expertise médico-psychologique ou psychiatrique de Madame Taylor dans le cadre de sa garde à vue, ce qui n'est pas intervenu. Fabrice d'Almeida, vous êtes également en ligne avec nous, invité de l'heure du crime. Ces trous de mémoire, finalement, ça arrange bien les accusés. C'est difficile pour des enquêteurs, un juge, etc., d'affronter ce genre de situation psychologique très compliquée. Oui, et il faut pas oublier qu'un accusé a le droit de mentir pour se défendre. Ça fait partie des droits de la défense. Exact. Donc voilà, il y a des pays où c'est considéré à charge. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus considéré à charge. En France, c'est considéré comme normal. Donc on doit arriver, comme enquêteur, à faire à donner les preuves qui permettent de passer outre le mensonge. Et c'est vrai que là, de toute façon, il y a une question qui se pose, c'est que fait cette femme-là? Et il faut se rappeler qu'en 93, c'est un détail, hein, mais pour que les auditeurs comprennent bien, en 93, il n'y a pas de portable, il n'y a pratiquement pas de téléphone portable. Donc on a des téléphones fixes. Donc il n'y a pas eu de coup de téléphone passé du domicile vers celui de Roxane Follet, de Roxane Pavageau. Donc on ne sait pas pourquoi elle est là. Et il se trouve que quelque temps auparavant, elle a fait une intrusion dans le domicile que le mari a signalé. Donc Barry Taylor peut s'appuyer là-dessus aussi pour dire elle est rentrée avec une intention de nuire. Sa thèse, si vous voulez, elle peut essayer de lui donner une forme de crédibilité à cause de ce précédent. Mais pour les enquêteurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une différence physique qui fait qu'ils pensent qu'elle n'aurait pas été capable de résister d'une certaine manière si elle n'avait pas monté une sorte d'attentat d'une certaine manière. Bien sûr, et nous verrons d'ailleurs qu'il y a des incohérences dans le transport du corps, etc., qui posent des questions. En fin de garde à vue, Barry Taylor est présenté devant le juge d'instruction Jean-Marie Charpier. Le magistrat ne retient pas la préméditation, l'assassinat, il penche pour une action spontanée, un meurtre, et l'envoie en détention. Il ne croit pas à la légitime défense, beaucoup trop troublé par le profil de cette Américaine qui cache une double ou peut-être triple vie. L'affaire Barry Taylor, qui est donc la meurtrière de Roxane Pavageau? L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Fit Kimber Rose dans l'heure du crime sur RTL ce soir. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Barry Taylor. Cette Américaine est en détention pour le meurtre sauvage à coups de marteau de Roxane Pavageau. Légitime défense, affirme-t-elle, mais dit-elle la vérité? Et au fait, qui est-elle vraiment? Au fil des semaines d'instruction, le juge Jean-Marie Charpier va de plus en plus avoir le sentiment que Barry Taylor cache son jeu, esquive les questions, prétexte des pertes de mémoire pour ne pas dire la vérité. Le magistrat s'y perd même dans le curriculum vitae, le CV de l'accusé. Il y a une dizaine d'années, elle a épousé un riche entrepreneur en travaux publics beaucoup plus âgé qu'elle. 10 ans de mariage, puis il meurt dans son lit. Barry Taylor soutiendra pourtant, la larme à l'œil, que ce premier époux est décédé dans un accident de voiture. Elle hérite d'une confortable rente, s'installe à Paris, affirme alors qu'elle est avocate. Elle n'a en fait aucun diplôme, n'a fait que 2 ans d'études de droit à l'université. Elle n'est pas non plus membre d'Amnesty International. En vérité, Barry Taylor a été gérante d'une boutique à Boulder Creek, en Californie, puis a tenu un cinéma. En France, la police la soupçonne de s'être livrée à la prostitution sur les Champs-Élysées, là où elle a justement rencontré Philippe Pavageau. Barry Taylor dément farouchement cette accusation, même si sa mémoire sur son passé reste décousue et changeante. Quand ses souvenirs reviennent, c'est par flash. Elle explique que Roxane a levé sur elle un marteau. Elle l'aurait alors aspergé avec une bombe de gaz lacrymogène avant de frapper. Elle aurait appelé le 17, la police, mais raccrochée, paniquée. Elle serait alors partie en voiture chercher un homme, un ami dont elle refuse de donner le nom car il est marié. Cet homme
mystérieux aurait refusé de la suivre. Les enquêteurs vont donc s'interroger sur la présence d'un complice, ne serait-ce qu'au regard du travail accompli dans le jardin, une tombe parfaitement creusée, de la force nécessaire pour transporter le corps et de l'absence d'armes du crime, le marteau, introuvable. Maître Plouvier, vous étiez l'avocat de Barry Taylor. On a pu penser que votre cliente, lors de cette instruction, que votre cliente avait un complice, en tout cas c'est ce qu'elle a parfois laissé entendre, même si ses propos sont assez flous en général. Est-ce que cette piste a été réellement étudiée ? Alors, comme je vous le disais, une fois l'instruction au tribunal de Versailles en voie d'achèvement, le président de la chambre d'accusation à l'époque s'est insurgé contre la manière dont ce juge avait traité cette affaire, en mettant en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les longs laps de temps durant lesquels elle n'a pas été entendue, mais en mettant en avant aussi des pistes qui n'avaient pas été poursuivies, notamment celle de l'intervention d'un tiers, puisque des témoins affirmaient avoir vu Madame Taylor en compagnie d'un jeune homme acheter au BHV de mémoire une chaîne quelques jours avant les faits, et que d'autres témoins avaient entendu quelqu'un jouer du piano dans ce pavillon bourgeois de Versailles peu avant les faits aussi. Donc effectivement, l'existence d'un tiers a été envisagée à diverses reprises sans que jamais cette piste aboutisse à l'identification de ce tiers et à son rôle éventuel dans l'agression dont a fait l'objet Madame Pavageau. Fabrice d'Almeida, c'est assez troublant ce que dit Maître Plouvier avec la présence d'un homme qui aurait été dans le secteur à ce moment-là. Est-ce que ça ressort dans le dossier ou bien cette piste va être très vite abandonnée ? Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de nom, qu'il n'y a pas de vérification possible, que par ailleurs, on peut pas avancer, la police va considérer que c'est vraisemblablement une invention. Et c'est vrai que quand on regarde du côté de Barry Taylor, elle invente des versions. C'est-à-dire que il y a effectivement cette personne qui aurait pu être là, qui aurait pu l'aider éventuellement même à emballer le corps, parce qu'il y a des questions de poids, de masse en fait, à porter. Oui, puis Barry Taylor, c'est pas une athlète, Barry Taylor. Non, c'est pas une athlète. Et puis creuser, une bonne partie des auditeurs le savent, creuser un grand trou très profond de 2 mètres dans de la terre, c'est pas si facile que ça. Donc ça a dû lui prendre de temps. Ce qui peut expliquer d'ailleurs le temps qui s'est passé dans les 2 jours. Parce que elle dit qu'elle est partie, qu'elle s'est promenée, qu'elle a complètement oublié, qu'elle a fait un déni. Mais en même temps, il lui a peut-être fallu du temps pour creuser tout ça, pour emballer le corps, pour le déplacer, donc pour le rendre non visible dans une partie de la maison. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui, pour les enquêteurs, expliquent ce qui s'est passé pendant les 2 jours. Alors que elle dit non, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est là où elle devient un peu folle d'une certaine manière. C'est la version qu'elle va servir aux Américains dans les années 2000. C'est qu'elle dit il y a un complot de la police de Versailles contre moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux qui... c'est la police de Versailles qui est en train de monter les choses contre moi parce que je suis américaine. C'est la version qu'elle sert au moment où on demande son extradition en France au début des années 2000. C'est en 2000 en fait, au moment où elle va être extradée. Donc vous voyez que elle construit une version. Bien sûr, il y a des trous dans le dossier. Bien sûr, il y a des difficultés en termes chronologiques. Mais en même temps, elle est incapable de fournir les éléments matériels qui confirment sa version à chaque étape. Coup de fil qu'elle a passé d'une cabine extérieure vers le 17, c'est pas vérifié, ça ne marche pas. Donc vous voyez, il y a cette difficulté pour donner de la crédibilité à sa thèse. Un complot, le juge Charpier ne croit pas un mot au charabia de Barry Taylor, meurtrière manipulatrice à ses yeux. Elle va donc rester emprisonnée à Versailles puis à Fresnes, dans l'attente de son procès qui aura lieu, mais sans elle. Barry Taylor va tout simplement s'enfuir et disparaître. L'affaire Barry Taylor, meurtre sauvage à coups de marteau. L'heure du crime, à tout de suite sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, je vous raconte l'histoire de Barry Taylor, en prison pour le meurtre de Roxane Pavageau, une professeure qui serait, selon elle, une rivale amoureuse. Son procès approche. Le 22 avril 1998, 4 ans et 7 mois après l'arrestation de Barry Taylor, et alors qu'elle n'a pas encore été jugée,
La défense obtient sa libération conditionnelle pour raison médicale. L'américaine ne pèse plus que 39 kilos. Elle dit avoir été harcelée par le juge Jean-Marie Charpier qui aurait mené une instruction à charge. Elle aurait connu à Fresnes une détention épouvantable. Barry Taylor racontera avoir été plusieurs fois violée par ses codétenus et aurait pensé à se suicider. La meurtrière présumée est donc libérée, mais avec interdiction de quitter le territoire national, son passeport lui est confisqué. Barry Taylor pointe pendant 8 mois, 2 fois par semaine, au commissariat de Versailles. Le 10 décembre, elle se rend au consulat des États-Unis, près de la place de la Concorde à Paris. Elle vient demander un nouveau passeport. Elle aurait précisé que le sien était confisqué, mais qu'elle avait besoin de ce document pour entreprendre une action judiciaire contre la France. Le consulat donne suite. Quelques semaines plus tard, Barry Taylor ne pointe plus au commissariat. Elle est signalée comme personne en fuite. Le 10 février, l'Américaine écrit au ministère de l'Intérieur. Madame Pavageau a essayé de me tuer. Ce n'était pas un meurtre. J'ai défendu ma vie. Je suis sous traitement médical. Je retournerai en France pour mon procès, assure-t-elle depuis Los Angeles, où elle s'est désormais installée. Maître Plouvier, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, ex-avocat de Barry Taylor. Pourquoi Barry Taylor décide-t-elle précipitamment, on peut le dire comme ça, de quitter la France ? Quand on est dans les raies d'une justice française qui, à l'époque, mais elle l'est encore aujourd'hui, a tendance à maltraiter les gens en termes de détention, il faut se souvenir rétrospectivement, l'arrêt de la Cour européenne qui a été rendu cette année renvoie à des conditions indignes de détention. Il faut imaginer que celle qu'a subie Madame Taylor de 93 à 98 n'était pas plus reluisante que celle que subissent les prisonniers en France, selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu en 2020. Donc c'est un premier motif d'avoir la crainte d'avoir à subir les mauvais traitements infligés par la France à ses prisonniers. En second lieu, Madame Taylor a estimé avoir été maltraitée par la justice française, avoir eu affaire à des juges qui étaient à son endroit agressifs, la maltraitant verbalement, ce qui est reconnu. C'est quand même, une fois n'est pas coutume, la chambre de l'instruction avait reconnu que le comportement du juge était déplacé à son endroit. Donc, elle a fui une justice qu'elle estimait inéquitable, à tort ou à raison. Il y a des raisons de penser qu'effectivement elle était pas bien traitée par la justice française, et elle a préféré reprendre sa liberté et retourner en Californie, son état d'origine. Dans tous les cas de figure, c'est effectivement une fuite. Fabrice d'Almeida, il y a eu tous ces mensonges autour de Barry Taylor. Elle s'est inventée presque une double vie ou une triple vie, on pourrait le dire. Un accusé qui s'enfuit, on peut dire que c'est déjà un aveu, non, ou un début d'aveu? Oui, c'est le paradoxe, c'est que vu par la justice, quelqu'un qui essaie de se soustraire à la justice, c'est qu'il y a un motif. Mmh. Et ce motif, en général, n'est pas considéré comme honorable. Donc, au contraire, c'est presque un aveu. Mais vu par Barry Taylor, c'est ça que vient de nous expliquer son avocat et qu'elle renforce d'ailleurs qu'elle renforçait à l'époque dans des interviews. Elle considère que c'était peut-être pour la justice française la manière de sauver la face. C'est-à-dire que son argumentation consistait à dire oui, ils m'ont libéré parce qu'ils savent que je ne suis pas coupable, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir. C'est ce qu'elle dit à des journalistes américains à l'époque. Mmh. Mais en réalité, pas du tout. La justice française a été obligée de la laisser sortir parce que ses avocats ont mené un recours d'une certaine manière par rapport à son état de santé et donc jugé qu'il était nécessaire de l'extraire de la prison de manière à ce qu'elle puisse en quelque sorte être soignée. C'était pas du tout sur le fond de sa culpabilité qu'avait été prise cette décision. Donc la justice va suivre son cours et avec une certaine logique puisque du point de vue de la justice, encore une fois, elle s'est soustraite, donc c'est qu'elle est coupable. Donc c'est qu'elle est coupable. Alors ça ne va pas s'arrêter là puisqu'il y a, tant pis pour elle, mais un accord d'extradition qui a été récemment passé à l'époque entre la France et les États-Unis. Évidemment, la France va se servir de ce levier pour essayer de la faire revenir. Comment ça se passe ce genre de tractation? C'est de ministère à ministère de justice, c'est ça?
Oui, et puis d'administration à administration, c'est-à-dire que la France envoie un signalement. Il y a eu une condamnation qui était très lourde à l'époque, puisqu'il y a eu un procès par défaut, donc elle a été condamnée à 30 ans de prison. On va revenir là-dessus sur les procès. Voilà. Hein. Donc c'est une peine extrêmement lourde. Donc dans ces cas-là, effectivement, on demande la coopération de la justice américaine. Et ce qu'il y a de marrant, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est que évidemment, elle essaye de jouer sur la fibre nationaliste, en disant en fait, les Français m'ont condamné parce que je suis américaine. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que sa victime, elle était quoi ? Elle était américaine. Ouais. Donc du point de vue de la justice américaine, c'est une américaine qui a tué une américaine. Donc effectivement, son argument ne va pas être tenu et elle va être extradée parce que pour le coup, on considère qu'il n'y a pas forcément un biais de la justice française dans ce cas. Et en dépit de ses promesses, Barry Taylor ne va pas retourner en France. En juin 2000, un procès se tient donc sans elle. La cour d'assises des Yvelines la condamne à 30 ans de prison. Mais la justice française n'a pas dit son dernier mot. L'affaire Barry Taylor, meurtrière malgré elle ou manipulatrice de génie? L'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime ce soir où nous revenons sur l'affaire Barry Taylor. La meurtrière de Versailles s'est enfuie chez elle aux États-Unis, en Californie, condamnée par contumace. On aurait pu l'oublier, mais l'étau judiciaire va peu à peu se refermer sur elle. À Capitola, la petite ville de la côte californienne où elle s'est installée, Barry Taylor fait tout pour éviter son extradition vers la France. Dans leur dossier, les autorités françaises affirment que les analyses médico-légales ne penchent en rien pour le scénario d'autodéfense. Il est indiqué que la victime, la professeure Roxane Pavageau, avait bu du vin et était assise quand Barry Taylor lui a asséné une vingtaine de coups de marteau. La scène se serait déroulée dans le salon de la maison, de nombreuses traces de sang ayant été retrouvées dans la pièce. Taylor n'aurait pas simplement frappé pour tuer, elle se serait acharnée, même si le déroulé des faits, le timing, la manière exacte dont a été tuée la victime, tout cela reste imprécis. Le samedi 20 novembre 2003, après 3 ans de cavale et de guérilla judiciaire, Barry Taylor reçoit la visite des marshals fédéraux à son domicile. Ils exécutent le mandat adressé par la France. L'américaine est alors placée, comme on dit, sous écrou extraditionnel, incarcérée, en attendant que tous ses recours soient épuisés. Il va falloir attendre ainsi 2007 pour que Barry Taylor revienne en France sous escorte. À son arrivée à Roissy, des informations circulent selon lesquelles elle aurait fait une tentative de suicide à bord de l'avion. Barry Taylor est écrouée à Fleury-Mérogis. Quelques mois plus tard, elle comparaît devant la cour d'assises de Versailles et écope de 18 ans de prison. Les psychiatres qui l'ont examinée l'ont qualifiée d'hystérique et de perverse, capable d'accès de violence. Ils ont dressé un portrait tout en douceur de la victime, Roxane Pavageau, femme aimable, enjouée et toujours prête à rendre service. En 2009, à Nanterre, c'est en chaise roulante que Barry Taylor arrive à son procès d'appel. Le 3e donc. Cette fois, les jurés la condamnent à 20 ans de prison. Une nouvelle fois, la légitime défense a été balayée. Barry Taylor est ainsi définitivement condamné pour meurtre dans un dossier où la vérité n'aura jamais cessé de s'envoler. Maître Plouvier, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous avez été longtemps l'avocat de Barry Taylor. Barry Taylor est sorti de prison, je crois, en 2012, avec le jeu des remises de peine et puis de l'addition des années déjà passées en incarcération. Qu'est-elle devenue? Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas de contact avec elle, ma mission étant terminée. Elle demandait d'obtenir une manière de purger sa peine autrement, c'est-à-dire une alternative à l'emprisonnement à travers une décision du juge de l'application des peines, ce qu'elle a obtenu. Donc elle est sortie dans un état extrêmement affaibli. Elle doit couler son existence à nouveau dans l'État de Californie. Je n'ai pas de nouvelles particulières à ce sujet.
Fabrice d'Almeida, vous êtes également avec nous dans l'heure du crime ce soir. C'est pas du tout un gâchis judiciaire, évidemment, l'affaire Barry Taylor. Il y a eu une condamnation, et puis une condamnation vraiment définitive. 3 procès qui se sont succédés. Pourtant, il y a toujours un parfum de doute dans cette affaire, quelque chose d'inachevé. On l'explique comment? Par l'attitude de l'accusé? Par les pièces qui manquent dans ce dossier? Oui, il y a une ou deux briques, on va dire, qui sont un petit peu absentes et qui gênent. Il y a toujours cette question de l'arme du crime qui est qui est manquante. Et puis après, bon, du point de vue de la justice française, tout a été tranché. Il y a même eu un pourvoi en cassation sur les questions d'expertise, etc., qui a été rejeté. Donc, on peut dire que la condamnation, elle est considérée comme l'affaire est réglée du point de vue de la justice française. Après, c'est vrai que comme il y a un tel écart en fait entre la défense et puis ce que l'accusation a démontré, il y a un certain nombre de personnes qui s'engouffrent là-dedans. Et puis il y a quand même la parole des proches. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même un monsieur Pavageau. Il y a quand même un monsieur Pavageau. Et ce monsieur Pavageau, lui, il voit un gâchis dans le sens où il a l'impression que cette procédure qui a été extrêmement longue a mis aussi à mal sa famille, ses enfants, ses 3 enfants. Et donc, il y a eu effectivement le décès de sa précédente épouse, la condamnation de sa compagne d'alors, et au fond, une famille qui a été brisée en morceaux. Mais brisée en morceaux par quoi? Pas par la procédure, par le crime. Bien sûr. Alors la défense de Barry Taylor, mais elle est dans son rôle d'ailleurs, nous parle d'une instruction à charge, on se serait presque acharné sur cette américaine. Est-ce que cela ressort dans le dossier? Il est fait état par exemple d'une condamnation auprès de la justice européenne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, mais la condamnation par la justice européenne, c'était sur les questions de détention. Donc c'est très différent. C'est pas sur les faits eux-mêmes. En revanche, sur tout ce qui est strictement procédure, c'est considéré comme juste. Et ce que disait l'avocat tout à l'heure, il y a un débat là-dessus, parce que au fond, un des arguments qu'a avancé Barry Taylor pour dire que la justice était à charge, c'est le fait que le magistrat lui aurait dit, au moment où elle lui a été présentée la première fois, qu'il refusait de lui serrer la main parce qu'il ne serrait pas la main des assassins et des Américains. Et donc, elle s'est servie de cette phrase pour dire que c'était, la preuve qu'elle avait affaire à un anti-américain. Mais d'autres personnes qu'on a pu interroger sur cette question, y compris des journalistes dans les années 98 et 2000, au moment où on était encore dans le cœur de l'instruction, ont dit que cette phrase était totalement mythomaniaque, c'est-à-dire qu'elle l'avait inventée. Donc, vous voyez, il y a quand même une difficulté même, j'allais dire, pour un historien, on est au cœur de notre travail, c'est comment établir les faits. Et malgré tout, là, il y a quand même un certain nombre d'éléments, congruents, qui vont tous dans la même direction. Tous les éléments de disculpation, en réalité, n'ont pas pu être prouvés. Que ce soit ce qu'elle dit, qu'elle a été attaquée parce que elle serait entrée par la cave. En fait, on se rend compte que c'était pas le cas. Elle a essayé de cacher les preuves en nettoyant le sang, et on a pu mettre en évidence le fait qu'il y avait le sang qui était présent, comme vous l'avez bien souligné, dans le salon. Donc bref, tous les éléments qu'elle a essayé de sortir pour se disculper, y compris jusqu'à ce témoin magique, n'ont pas pu être confirmés. Des éléments donc incontournables et qui ont fait condamner Barry Taylor. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida, merci maître Éric Plouvier d'avoir été les invités de l'heure du crime sur RTL, merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset qui l'a réalisée, et puis toujours et encore un immense merci à vous qui suivez l'heure du crime. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pour écouter RTL au travail, Sur la route, dans les transports dans votre jardin, et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL. RTL, toujours avec vous.